Mélo sans Mélie et on retrouve pour cette deuxième partie de bilan de mon Sweeté Gourmet Challenge qui a commencé sur les chapeaux de roue, vraiment. Complètement indécent ce challenge, vraiment. Normalement, si je respecte ce que j'ai prévu au moment du tournage, pendant le montage, je me suis arrêtée à fin juillet et donc là on va commencer avec août et puis on finira avec septembre. Actuellement au moment où je filme on est encore début août, donc voilà, je vais vous filmer ça un peu plus au fur et à mesure que pour la première partie de la vidéo. Je vous ai laissé, je me demandais si j'allais valider le bingo et vous avez même dit qu'un livre qui vous fait voyager, je comptais le lire plus tard dans le challenge et en fait pas du tout. Ce fut ma lecture suivante, ma lecture que j'ai finie le 2 août avec L'héritage de l'Esprit Roi qui faisait partie de mes objectifs lecture 2024 puisqu'il faisait partie de ma pioche à lire pour mon voyage au Japon de novembre 2023 que je n'avais pas lu à cette occasion. Et bah j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais à ce que ce soit bien parce que sinon je ne souhaitais pas le lire évidemment. Parce que bon, si je pensais que ça ne serait pas bon, je n'aurais pas voulu le lire. Mais ce fut vraiment assez différent de ce à quoi je m'attendais. Assez facile quand même, mais j'ai beaucoup aimé la narration, le déroulement. Les personnages ont un but, mais en même temps ils n'en ont pas. Enfin, ils n'ont pas les mêmes buts, enfin si, ils en ont un, mais ils n'ont pas les mêmes buts que ce qu'on peut retrouver dans ce genre de récit d'habitude. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Les images créées par les descriptions sont vraiment très très bien aussi. Même si je suis une lectrice qui ne visualise pas ce qu'elle lit, les descriptions m'ont fait voyager et donc du coup ça correspond vraiment bien à l'assiette pour le coup. J'ai beaucoup aimé l'impression de sagesse qui ressort de ce récit. Je ne le conseille pas absolument, hein, mais ce fut un bon voyage dans un univers japonais et donc du coup j'ai choisi de valider la destination Japon avec cette assiette. Destination que je m'attendais à valider bien plus tôt dans le challenge, c'est encore une autre surprise de cet été. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour compenser, je pense que je la validerai plusieurs fois. Vu qu'avec mon buffet à volonté, j'aurai une destination à valider et je choisirai à nouveau le Japon. Parce que voilà, c'est un pays que j'ai envie d'y retourner. Ensuite, 2 jours plus tard, le 4 août, je me suis fait du mal. J'ai passé 2 jours sans lire. Mais voilà, il me reste ce bingo sur lequel j'ai beaucoup d'inquiétude quant à sa validation. Puisque bah voilà, 2 jours sans lire, ça se profile très mal par exemple. C'était difficile parce que j'avais choisi ma prochaine lecture et c'était Cathy. Et vraiment, j'ai lu les 100 premières pages à une vitesse et ça donnait vraiment envie de lire la suite. Et je savais que si je lisais la suite tout de suite, et je savais que si je ne faisais pas ces 2 jours sans lire, je l'aurais fini le week-end en fait. On était le vendredi quand j'ai commencé. Donc je me suis fait un peu de mal, de toute façon j'avais un planning assez chargé. J'aurais bien aimé y glisser quand même les petites lectures en début de journée et en fin de journée et au milieu, mais bon. Parce que à ce moment-là, j'avais validé la case un livre qui vous fait voyager et une histoire d'une unité de femme. Donc c'était la dernière case qui me restait. Et bon, peut-être que j'aurais eu l'occasion de faire ça d'ici septembre, mais à nouveau j'avais pas envie. Vraiment, c'est pas dans mon mood actuel. Donc du coup pour moi c'était l'occasion de faire ça vite. Ce week-end là où j'avais des choses de prévues, j'avais des petits travaux à faire et j'en ai profité pour faire des activités manuelles, pour regarder un film et pour traîner sur les réseaux sociaux pour compenser. Donc voilà, un dessert supplémentaire. Je fais un petit intermède voix off parce que certes un dessert supplémentaire, mais surtout j'ai coché toutes les cases du bingo, ce qui est jamais vu depuis qu'on a mis un bingo dans le Sweeté Gourmet Challenge. Franchement c'était pas mon objectif mais je suis ravie. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais rushé pour faire les 2 jours sans lire, j'avais très envie de le valider. Maintenant il me reste plus énormément d'objectifs pour ce challenge mais je saurais m'en créer d'autres. Et ensuite j'avais également oublié de dire que j'avais utilisé l'espèce de petit bonus qu'on a mis à disposition. Donc c'est-à-dire qu'une fois et une seule fois dans le challenge, on peut utiliser l'adaptation cinématographique, en série, etc. d'un livre pour valider du coup la lecture en question. Cette année, j'ai décidé de l'utiliser, même si en soi je n'en ai pas besoin, voilà, juste ça me fait une assiette de plus, parce que j'ai commencé et terminé quasiment dans la foulée la nouvelle série Netflix qui s'appelle A Good Girl's Guide to Murder, et en français ça donne Meurtre, mode d'emploi. Ça se regarde bien, c'est un petit peu lent, les acteurs sont plutôt bons, je sais plus exactement, à part l'actrice principale, ça m'a pas enthousiasmé plus que ça. Et surtout il y a un côté vraiment très adolescent, un côté assez facile et puis un côté aussi, le personnage je la trouve quand même très intrusive. Elle a beau se chercher des excuses, en avoir potentiellement, bon après c'est sympa, hein. Sans elle il n'y aurait pas d'histoire et il n'y aurait pas de résolution de l'enquête non plus. Mais bon, je ne la recommande pas. Il y a d'autres séries de thrillers, polars, enquêtes, etc. à regarder avant ça. Donc voilà, ça c'était pour le 5 août. Et j'ai mis dans l'assiette une saga Un secret de famille parce que clairement toute l'enquête va tourner autour de ça. Ensuite ça nous amène à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. On est le 6 août, donc quasiment à mi-challenge. Et j'ai lu un livre d'une maison d'édition indépendante.
puisque j'ai fini Cathy. Et pour la peine, je le prends avec moi, je vous le montre. Une merveille, enfin une merveille. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment lecture, vraiment. Je pensais mettre un... Allez, je pensais lire 100 pages par jour, parce que c'est 100 pages qui se lisent comme 35 pages d'un autre roman, je trouve. Mais en fait, j'ai lu 300 pages aujourd'hui, parce que ça se lit vraiment extrêmement bien. C'est un peu comme un conte de fées macabre. L'auteur le dit lui-même à la fin. Cathy contient certains de mes meurtres les plus effroyables. C'est sans doute mon livre le plus cruel. C'était très amusant à écrire. Ça résume très bien, vraiment. J'ai adoré comment il a réussi à faire un parallèle, à juxtaposer la malchance et la chance chez un personnage. À côté de ça, il juxtapose des personnages cruels, des personnages malveillants, des personnages violents, envieux ou juste médisants en fait, qui quand ils échangent avec les autres sont toujours dans une position, se mettent toujours dans une position de supériorité. Et à côté de ça, on a un personnage candide, bienveillant, optimiste, malgré les problèmes, malgré c'est même des drames en fait. Et elle a de la répartie face à ces personnages envieux et médisants. Vraiment c'était très intéressant. C'est très sombre, c'est un peu sanglant. Vraiment, rien que le début j'étais en mode oh, j'ai trouvé ça plus horrifique que Blackwater, franchement. Mais il y a aussi un côté très doux par certains moments et un côté extrêmement jubilatoire. Voilà. Je ne peux que vous recommander de le lire, même si âme sensible peut-être s'abstenir. Mais pour moi, c'est tout à fait une ambiance que j'aime beaucoup. Et donc du coup là je vais enchaîner avec Les Aiguilles d'Or je pense pour rester sur du McDowell, même si j'ai tellement aimé Cathy qu'il risque de souffrir de la comparaison parce que je pense pas qu'il soit aussi bien, en tout cas le pitch ne me tentait pas autant. Voilà, là on se retrouve dans les États-Unis des années 1771, quelque chose comme ça. On va suivre, alors du coup il y a Cathy qui est une diseuse de bonne aventure, voilà, et qui est prête à tout pour arriver à ses fins avec son marteau. Le pitch sur le bandeau est un petit peu mieux que ce que je vous dis. C'est écrit: Cathy lit les lignes de la main, tire les cartes et distribue des coups de marteau. Cathy, la médium que vous ne verrez pas venir. Et donc du coup on va se retrouver dans une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui, car personne n'échappe à Cathy la furie. Et donc du coup Les Aiguilles d'Or, je ne sais pas exactement dans quelle assiette je le mettrais, parce que déjà au début de ma pioche à lire, je ne savais pas dans quelle assiette je le mettrais. Donc je continue quand même à un rythme assez vif, même si je m'attends quand même à ce que ça ralentisse un petit peu plus, parce que bon bah j'ai quasiment épuisé mes assiettes d'actions, si ce n'est j'ai épuisé mes assiettes d'actions. Non, il m'en reste une, peut-être aider quelqu'un, un inconnu dans la rue. Pour ça il faut que j'ai une occasion se présente, il faut que je sorte un petit peu plus dans la rue. Donc à part refaire certaines assiettes actions, je n'ai plus d'assiettes faciles, ce ne sont que des lectures assez conséquentes. Mais voilà, j'ai un bon rythme et je suis vraiment très contente. Et donc du coup d'ailleurs avec ce Cathy, j'ai encore réussi à lire une saga familiale ou secret, enfin non il n'y a pas de secret là, même si c'est extrêmement addictif. Il y a un petit côté mystérieux et croustillant. Ce que je compte lire ensuite, les deux autres, du coup, et Les Aiguilles d'Or, du coup, donc les trois autres de ma mini pile à lire. J'ai aussi 2 SF dans ma pile à lire. Ces deux-ci, donc peut-être que je passerai à du Octavia Butler avec l'Aube, le tome 1 de Exogenesis, dont j'ai énormément entendu parler, ou à celui-ci, je ne sais pas, il faudra choisir, ça va être compliqué. Ou sinon, j'ai aussi un dernier dessert à valider avec les Chroniques de l'érable et du cerisier qui fait aussi partie de mes objectifs lecture 2024 et ça serait bien que je le fasse rapidement. Et puis j'ai quelques autres que j'avais mis dans ma pioche à lire, des peut-être, avec l'Aube, non pas l'Aube sera grandiose, l'autre de la même autrice. Je vous mettrai la couverture. Oui, si, j'ai aussi acheté Outsphere 4, le tome qui vient de sortir cet été. Voilà, donc pourquoi pas. Ça serait bien que je lise le dernier tome de Éducation meurtrière de Naomi Novik, mais je ne sais pas comment me le procurer. J'attends qu'il soit à la médiathèque, même si j'aurais bien aimé le lire plus tôt. Je peux continuer à lire des Anne, et j'ai 3 nouveaux e-books que j'ai achetés aux opérations de l'été, même si je ne comptais pas les lire dans ce Sweaty Gourmet Challenge. Mais voilà, il me reste quelques petites choses. Mon but maintenant, ça va être de valider toutes les assiettes que j'avais prévues dans la 2e page du coup de la carte de notre Sweaty Gourmet Challenge. Et c'est aussi d'étoffer. Bon, il est déjà très lourd mon buffet à volonté, mais voilà, c'est de l'étoffer encore plus, limite d'étouffer. Et donc du coup je vous retrouve plus tard pour la suite. Hello, je vous reprends, il s'est passé 14 jours depuis la dernière fois, donc autant pour faire un point régulièrement, on n'y est pas tout à fait encore. Donc après Cathy, j'ai enchaîné avec Les Aiguilles d'Or. Les Aiguilles d'Or, je suis pas sûre de le lire cet été, mais c'est un policier, j'ai pas trop envie de policier en ce moment. Et alors oui, comme attendu, je n'ai pas autant aimé que Cathy, mais franchement ce fut une très bonne lecture qui n'a pas pâti finalement du fait que j'ai adoré Cathy juste avant. Comme dans Cathy, l'auteur s'est amusé à juxtaposer des choses très opposés. Donc on est face à une famille d'un côté très riche, très bien placée, très en vue, et de l'autre côté une famille pauvre, enfin
qui vit dans les quartiers pauvres. Moi je ne la trouve pas pauvre puisque par rapport aux autres elle s'en sort très très bien. Un peu une famille de brigands, de voyous qui gèrent très bien leur business dans leur quartier. Et ces deux familles qui sont pauvres, qui sont en lutte depuis de nombreuses années. Comme dans Cathy, j'ai trouvé il y avait un côté assez jubilatoire, un petit peu moins horrifique même s'il y a des choses très sombres, très gore. D'ailleurs ne vous laissez pas avoir par le titre qui paraît joli comme ça. Si vous le lisez vous comprendrez la référence. On pourrait lui reprocher de mettre un peu de temps à se mettre en place. Ça pourrait être un peu plus rapide pour arriver à la partie la plus intéressante où vraiment les deux familles vont lutter l'une contre l'autre. Je sais pas quoi dire exactement de plus. Et franchement je sais pas si c'était une très bonne idée de commencer par publier Blackwater parce que j'ai trouvé le talent de l'auteur dans Cathy et les Exécuteurs bien supérieur à celui dans Blackwater. Blackwater c'était très long à se mettre en place. Il y avait un petit peu de dénonciation mais par rapport au bruit que ça avait fait, le contenu justifiait pas autant de bruit en fait. Alors que pour ces tomes uniques, bah franchement, on voit bien mieux le talent de l'auteur. C'est bien plus entraînant. En moins de temps, les personnages paraissent plus fouillés, plus détaillés, plus travaillés. Même si dans Blackwater, ils le sont aussi, hein, mais vraiment, il faut lire plusieurs tomes. Bref, je suis vraiment ravie de l'avoir sorti plus tôt que ce à quoi je m'attendais de ma pioche à lire. Et ça, c'est grâce à Cathy et c'est grâce aussi à Lucie Allu qui en avait parlé en très très bien. Et du coup, je crois qu'il va y avoir un autre livre de l'auteur bientôt publié et d'autres encore sont prévus. Donc je me laisserai probablement tenter. Donc ça, c'était pour le 10 août et donc du coup, j'ai choisi de le classer dans une histoire d'une lignée de femmes parce que bien qu'on soit face à deux familles vraiment centrales, dans une des familles, c'est globalement des femmes. C'est les femmes qui dirigent, c'est les femmes qui se battent et qui se vengent. Clairement, d'ailleurs, ce livre nous emmène à prendre parti. Je sais pas si c'est une bonne chose qu'on prenne parti pour une famille plutôt qu'une autre, surtout cette famille-là. Mais oui, je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Et en tout cas, je trouve que c'est une très bonne manière de dépeindre les difficultés, la dureté de la vie de cette époque-là dans cette ville-ci. Ensuite, je me suis laissée tenter par Chronique de l'érable et du cerisier, le tome 1, qui faisait partie de mes objectifs lecture 2024. Cette lecture m'a permis de valider le 13 août l'assiette lire un livre où le protagoniste est un enfant, parce que pendant une partie du récit, on récapitule la vie du héros depuis son début jusqu'à du coup un âge fin d'adolescence, adolescence, en tout cas pour le tome 1. Ici j'ai le temps, Chronique de l'érable et du cerisier, l'héritage de l'esprit roi. Je m'attendais à beaucoup plus aimer cette lecture, j'avais vu que c'était un coup de cœur de Alex Bouquin en Prada et j'étais un peu déçue. Mais en même temps j'avais été prévenue que ça allait potentiellement pas être une très bonne lecture. Le truc avec cette lecture c'est que en fonction des passages que je lisais, j'en ressentais des choses différentes. Le récit est très lent donc il y a des moments où je m'ennuyais, où on était sur des passages pas forcément très utiles. Il y a une certaine langueur et il y a d'autres passages où je ressentais une pointe d'intérêt mais très vif. Et donc ça me relançait un petit peu dans les récits. Ce qui joue à son avantage c'est que ça se lit très bien en diagonale. Bon peut-être que du coup ça veut dire que la façon dont ça a été écrit aurait pu être améliorée, peut-être des dialogues revisiter, modifier, raccourci, je ne sais pas. Mais donc du coup ça m'a permis de le lire vite et d'apprécier quand même ma lecture parce que du coup j'ai pu enlever tous les éléments inutiles. Et globalement ce qui en est ressorti de cette lecture c'est que j'ai ressenti une certaine tendresse pour certains personnages, pour les relations surtout entre les personnages parce que j'avoue que je suis pas particulièrement attachée aux personnages. Les relations d'amitié sont belles. Est-ce qu'elles auraient pu être un petit peu approfondies? Peut-être. Plus approfondir ça par rapport à d'autres éléments du récit assez lents. Et il y a une certaine douceur dans la solidarité qui est présente. On est dans une partie de la vie du héros qui n'est pas facile. En tout cas pour ce qui est de l'ambiance Japon que je recherchais en fait, elle est bien présente. Là vraiment il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très bien. C'est bien expliqué pour ceux qui ne connaissent pas les références, que ce soit culinairement, que ce soit sur l'histoire et la culture. Mais voilà, le personnage est parfois assez naïf. Bon ça s'explique parce qu'il est jeune et qu'il grandit, il découvre et il a été élevé à l'écart du monde. Mais bon. Et puis parfois, l'autrice, je trouve, enfonce des portes ouvertes dans ses explications. Et puis le final est quand même assez facile, enfin tout d'un coup, tout se regroupe et tous les personnages qu'on a croisés arrivent à finalement avoir un lien entre eux pour solutionner et aider le héros. C'était un peu facile, surtout qu'il y a des petites choses qui se contredisent. Par endroits, le héros paraît très fort et par d'autres, très faible. C'est pas très cohérent. Mais bref, j'ai bien envie quand même de lire la suite pour savoir ce qui va se passer et avoir des réponses. Mais voilà, je ne le conseille pas absolument. Je pense qu'il y a mieux. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'était pas du tout dans ma pioche à lire. Oui, donc du coup, celui-ci était dans ma pioche à lire et les Exécuteurs aussi d'ailleurs, de base. Et donc du coup, j'ai lu L'Anomalie le 16 août.
août que j'ai mis dans une couverture qui évoque l'été, que j'avais déjà faite. J'aurais pu mettre ailleurs, par exemple hors de ma zone de confort, il aurait convenu parfaitement. Mais mon buffet à volonté commence à exploser niveau fromage, donc j'essaye de répartir un petit peu toutes les assiettes pour avoir un buffet à volonté équilibré. C'est mon challenge dans le challenge. Donc l'Anomalie, c'est un prix Goncourt. De base, moi je ne m'oriente pas du tout vers ce genre de littérature qui paraît très intellectuelle, etc. et pas du tout viser mon public. Mais en fait, j'ai adoré, mais c'est presque un coup de cœur, ou c'est un coup de cœur, je ne sais pas encore. Il y a des thématiques très science-fiction. On n'a pas de réponse à tout. La fin est très ouverte, mais j'ai beaucoup aimé l'auteur qui joue avec les mots, qui joue avec son récit. Il s'est clairement mis des consignes. Ça me fait un peu penser à Pierre Rouffas, sans être similaire non plus. Mais pour ce qui est de la qualité de l'écriture et des jeux employés. Et vraiment, ça soulève plein de questionnements. On peut le lire sans chercher à se poser de questions ni rien, juste le lire bêtement entre guillemets. C'est un peu dommage, mais on peut le lire sans se prendre la tête. C'est un récit assez court. Enfin non, en fait, c'est ça qui est étrange avec ce récit, c'est qu'il fait quand même 400 et quelques pages, mais on a l'impression d'en avoir lu 200, tout en ayant le contenu, la complexité d'un roman de 600 pages quoi. C'est ça qui est dingue et qui est vraiment très très bien joué. Et à la base, le résumé ça se présente plus comme un polar, et du coup ça m'avait bien intriguée. Et puis ensuite quand c'est parti dans des réflexions science-fiction, bah voilà, forcément j'ai adoré. C'était clairement fait pour moi. Ah oui, et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a énormément d'humour, vraiment. Il y a des petites piques, et c'était pas un humour en mode oh c'est drôle, c'est sympa. Non, c'était vraiment à mourir de rire par endroit. Donc vraiment cet été je fais des découvertes excellentes. Samedi 17 août, j'ai refait une assiette action. Chose que j'avais dit que je ne compterais pas les assiettes action que je fais en plusieurs exemplaires. Mais là, c'était une rando énorme, vraiment très très dure. Pour l'instant, certainement une des plus dures que j'ai faites. Donc voilà, elle mérite d'être là, elle mérite d'être en double. Les paysages étaient très très beaux. La dernière montée en plein soleil. Je vous laisse quelques images. Ensuite, on continue avec le 19 août où j'ai fini un long, si long après-midi. On est sur du polar pur cette fois. Et ce qui est intéressant avec ce récit, c'est les personnages et l'histoire qui permettent de montrer la vie des personnes noires aux États-Unis dans les années 50-60. En soi, pour ce qui est de la partie enquête, c'était extrêmement intriguant. Ça se lit vite parce que du coup, on a envie d'avoir les réponses et tout. C'est mené d'une manière où nous, en tant que lecteurs, on fait des conjectures dès le début en fait. Et donc, on veut voir si on a raison ou pas. Et le résultat de cette enquête, bah voilà, c'est une solution assez simple, mais c'est normal, il faut que ce soit réaliste. Et dans ce genre de récit, on se retrouve dans les beaux quartiers d'une banlieue des États-Unis face à une famille assez aisée, et on navigue parmi les secrets d'un couple marié avec enfant. Bon, voilà, il n'y a pas 36 solutions possibles, en tout cas, solutions réalistes. Voilà, donc pour ce qui est de cette partie-là, oui, en effet, si on lit beaucoup de polars et de thrillers, on ne sera pas étonné plus que ça. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est le contexte historique derrière tout ça. Donc c'était globalement une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais j'ai apprécié ma lecture. Et maintenant, du coup, je m'attaque à Jour 200. J'en suis déjà à 25% et c'est un coup de cœur en préparation. J'avais déjà lu cette autrice avec Jusque dans la Terre. Actuellement, je me souviens plus trop de l'histoire, mais la plume est toujours la même. C'est extrêmement rafraîchissant tout en étant assez gore, assez sanguinolent. C'est très atypique, très bizarre. Moi, quand je dis bizarre, ce n'est pas négatif. Et un côté assez impalpable, tout en étant quand même relativement clair. Je m'attendais à être beaucoup plus perdue que ça, parce qu'on n'a pas d'explication sur l'univers, sur le bouleversement qui s'est passé dans ce monde, puisqu'on se retrouve avec une humanité qui a l'air d'avoir subi une catastrophe, ou qui est en train de la subir encore, qui n'a elle-même pas les clés pour comprendre ce qui se passe. Et on se retrouve face à deux jumeaux qui ont l'air de vivre à la fois dans une communauté et à la fois à part. Et d'un autre côté, il y a un personnage un peu scientifique qui nous apporte des réponses tout en étant très distant, très peu humain avec les autres personnages. Mais bref, c'est pas le genre de livre dont j'en lirai 10 par mois, mais un de temps en temps, vraiment, ça fait plaisir d'avoir quelque chose de différent. Et moi, ce côté où je n'aurai pas de réponse, ça ne me dérange pas trop. Là, je vais avoir un trajet d'environ 1 heure et c'est à peu près ce qui me reste pour finir mon écoute de Hyperion 2. Donc voilà, j'arrive au bout. Je suis soulagée d'arriver au bout de ce livre. J'ai bien aimé Hyperion 1, mais là, ça commence à s'apesantir. Je commence à en avoir marre, que ce soit du narrateur et de certains des personnages. Genre le poète, je n'en peux plus du poète. Déjà au début, de toute façon, je l'ai jamais aimé ce personnage-là. Je le trouve imbu de lui-même et imbuvable. Sa façon de s'exprimer, je déteste ça. Donc du coup, tous les passages avec lui étaient très douloureux. J'arrive pas à accrocher à un élément de l'univers qui me fasse me dire bon, cette lecture elle m'apporte quelque chose en fait. Donc je pense que je m'arrêterai là. J'en aurais en soi, je pourrais encore en écouter 2 autres, d'ailleurs qui sont assez longs, hein, mais ça sert à rien que je me fasse subir ça. Je pense qu'il y a d'autres SF que je
peux découvrir. Peut-être moi, un peu moins en mode pilier de la SF, mais c'est pas grave et qui m'apporteront beaucoup plus de choses, qui me pousseront plus vers des réflexions. Et oui, d'ailleurs, dans cet univers-là, je suis noyée en fait. Dès qu'on décroche un tout petit peu, et ce qui arrive assez souvent en tout cas pour moi avec quand j'écoute un livre audio, et bah c'est fini en fait. C'est très dur de raccrocher et donc du coup quand on rapproche, on se rend compte que soit c'est pas encore expliqué, on comprend rien, et en fait si on comprend rien c'est parce qu'on a décroché à un moment avant et on a oublié un élément à expliquer. Vraiment, ouais, un peu laborieux sur cette fin. Je vous fais la conclusion en voix off parce que je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Donc au final, je ferai un 3e bilan, donc on va s'arrêter là. Et je vous retrouve dans le 3e bilan pour vous parler de Jour de sang que j'aurai fini, de Hyperion que j'aurai fini, vous l'aurez compris, et puis de toutes les autres lectures que je ferai ensuite. J'espère juste que ça fera pas une vidéo trop longue et je vais pas me dire ah bah je vais peut-être en faire un 4e, ça ferait beaucoup quand même. Et donc du coup dans la suite on va voir si j'atteins les objectifs que je me suis ajoutés pour continuer à pimenter le challenge. Donc c'est-à-dire arriver au bout de ma pioche à lire initiale, finir toutes les assiettes que je m'étais mis en possible dans la 2e page du menu, puisque j'avais déjà fait ça avec la 1re page, et c'est tout. Et peut-être que je me créerai d'autres objectifs pour me tenir intéressée jusqu'à la fin. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans la 3e. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonne lecture.